Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne podcast Guigui au Mike, nouveau concept. Ici on va parler de business, on va parler de religion, on va parler d'actualité, lifestyle, il y aura des interviews. Et comme c'est l'année de mes 40 ans, on va se raconter. Jingle. Donc comme je vous disais, c'est l'année de mes 40 ans les gars. Et c'est pas que c'est la crise de la quarantaine, mais je pense qu'il est essentiel maintenant qu'on puisse un peu témoigner de ce qu'on a vécu, qui on est, pourquoi on est là et pourquoi on fait ça. Parce qu'on s'intéresse à beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses en ce moment, on voit beaucoup de choses par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à Internet, tout le monde discute, tout le monde bavarde. C'est le droit, bien évidemment. Mais je pense que là, on a un âge où on a envie un peu de parler, de témoigner, pour que ça puisse aider la jeunesse et certaines personnes. Bon, moi, je suis né dans les années 80, années 84 exactement. J'ai 2 petits frères, j'ai mes parents. À la maison, c'était assez compliqué. Mes parents, déjà, ça n'allait pas du tout. Ça, c'était assez problématique parce qu'on a vu des choses en tant qu'enfant qu'on n'aurait pas dû voir. Donc, j'ai des souvenirs encore qui sont assez traumatisants parce que c'était assez violent mais ça m'a permis de comprendre pourquoi j'en suis là aujourd'hui et pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui. Et dans l'une de leurs disputes, une fois, j'ai même gardé une cicatrice sur la main que je garderai à vie. À chaque fois que je la regarde, je repense à ce moment où je voulais intervenir pour séparer et puis je passe les détails. Mais c'est des choses qui ont marqué. Donc pourquoi on me dit ça aussi? C'est parce que souvent, il y a des gens qui vivent des choses chez eux qui sont assez compliquées et les gens ne comprennent pas pourquoi ils ont un certain comportement, pourquoi ils sont très colériques, pourquoi ils sont très nerveux, pourquoi les gens préfèrent dehors. Vers l'âge de mes 9 ans, ma mère, elle est partie. Elle nous a pris avec elle d'une façon qui nous a nous aussi traumatisés, mais c'était pour son bien. Non, c'était pour le bien de la famille, c'était pour le bien de ses enfants, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, pour ceux qui savent pas, c'est que dans les années 90, McDonald's, c'était quelque chose de fou. Enfin, certains fêtaient les anniversaires dans les McDo, c'est-à-dire que c'était quelque chose de fou. Elle dit à mon père, je vais amener les enfants manger un McDo, etc. En sortant du McDo, c'est pas habituel parce que d'habitude on mangeait sur place. Là en fait, on prend à emporter et on repart et on va à la gare. Et quand on va à la gare, là elle nous dit écoutez, avec votre papa ça va plus, on va aller ailleurs. Et pourquoi je m'en rappelle, pourquoi je donne ce détail-là? Parce que en réalité, quand t'es un enfant et que le McDo c'est un truc de fou, tu manges tout le temps, t'en veux tout le temps, puisque c'est un événement rare. Quand t'es un enfant et que tu vis le divorce, ça c'est pas facile, c'est compliqué. Et donc, à cause de ce traumatisme-là, ce qu'il faut savoir, c'est que après tu perds ta concentration. Les notes à l'école s'en suivent et tu préfères rester dehors parce que ça y est, à bout d'un moment, papa il habite là-bas, maman elle habite là-bas. Et là où moi j'étais, je vivais avec maman, j'aimais tout le temps sortir moi. Et à un moment donné, ça suivait même pas à l'école, c'était tellement compliqué qu'elle m'a envoyé à l'internat. L'acte qu'elle pose, en fait, ça nous met aussi à l'abri, moi ça me protège en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que à cette époque-là, pour ceux qui ont connu un peu le secteur d'Evry et autres, c'était vraiment compliqué. En réalité, tu pouvais vite basculer, tu pouvais vite vriller. Et le fait d'avoir été à l'internat, ça m'a quand même protégé à minima. Quand je finis l'internat, je me retrouve au lycée. J'ai des fréquentations assez compliquées, etc. Et ça joue, mais moi, je m'en rends pas compte. Je suis colérique. Tu vois, j'ai des problèmes d'attention. J'arrive quand même à avoir mon BEP. Et je loupe mon bac 2 fois. Je loupe mon bac une fois déjà. Au lieu de faire 2 ans, encore je fais 3 ans, je le repasse et je le loupe une 2e fois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai un petit frère qui a juste 1 an de moins que moi. Là où moi, j'étais dans ma scolarité, lui, il était déjà plus avancé que moi. Et lui, il était studieux, il était assidu, il était calme, etc. Et donc, moi, j'avais cette pression-là. Parce que je suis l'aîné. Je vous ai dit, moi, j'ai 2 petits frères, je suis l'aîné. Et donc, le problème, c'est que quand t'es l'aîné d'une famille, t'as la pression. Et mon père, il était très exigeant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette pression-là, je sais plus ce que je vais faire de ma vie, moi. Moi, je sais plus ce que je vais faire de ma vie. Je suis là, et je me rappelle encore de l'état d'esprit, quand je suis parti voir pour la 2e fois le tableau, là, où tu vas regarder si t'as eu ton bac, etc. Je faisais un peu le mec d'après moi, mais j'avais mal, hein. Et j'avais dit à ma mère, je vais la voir, tu vois. Et ma mère, elle faisait beaucoup d'efforts pour moi, tu vois. Elle m'aidait vraiment elle faisait tout pour que je puisse m'en sortir. Mon père aussi, à sa façon.
Et les gens ne comprenaient pas, mais pourquoi t'arrives pas, pourquoi t'es, voilà, vraiment très dissipé, vraiment très désordonné, vraiment, en fait, quelqu'un qui a des traumatismes sans le savoir. Il y a un truc que je retiens, là, dans mon expérience, c'est quoi? C'est que ma mère, elle me disait toujours, Guillaume, tes amis, là, tes amis. Guillaume, tes amis, là, tu crois que c'est tes copains, tes amis, ah, maman, laisse-moi tranquille. Tes amis ils vont t'apporter des problèmes. Et elle me le répétait souvent et moi je la calculais pas, tu vois. À cette époque-là aussi, avec mon petit frère, on s'entendait pas. C'était un peu compliqué. Celui qui me suit, pas le dernier. Donc c'est une époque où t'as vu, bon, on faisait des bêtises standards. Mais j'avais ce truc-là où j'arrivais à m'adapter au milieu dans lesquels j'évoluais. C'est-à-dire que dans sa zone pavillonnaire, j'étais avec un certain type de personnes. Et la journée, j'étais avec un autre type de personnes. Ou le soir, ça dépendait. Et en réalité, j'avais un espèce de, déjà, ce qu'on peut dire aujourd'hui, un réseau en fait. Mais en réalité, c'était pas une bonne chose. C'était, on va dire, une fausse notoriété. Moi, j'étais quelqu'un, mon téléphone, il sonnait tout le temps. Quand ton téléphone, il sonne tout le temps, tu crois que t'es important, tu vois. Ton téléphone, il sonne tout le temps, etc. Et ma mère me dit, Guillaume, fais gaffe, fais attention. Et là, à l'âge de 17 ans, ce que ma mère m'a dit, ça arrive. Ça arrive et au moment où ma mère elle me parlait et où j'ai eu des problèmes, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, après le divorce, c'était quelqu'un qui avait une bonne situation. C'est-à-dire que dans le quartier où on habitait quand j'étais tout petit, lui, il avait, je me rappelle, comme ton père, il a une limousine. À l'époque, c'était une Volvo 740 GL. Donc c'était dans les années 90-91. Hein. Une grosse voiture. Même si c'était dans un quartier, vraiment une grosse voiture. Il était informaticien, je crois, chez IBM, etc. Une bonne situation. Je crois qu'il touchait à peu près 10 000 francs par mois. Il a perdu son travail déjà. Mais c'est venu, j'ai vu les étapes, hein. Il a perdu son travail. Après, il a fait un accident de voiture. Après, son appartement, il l'a perdu, c'est-à-dire qu'il s'est fait expulser d'une manière compliquée. Mais comme Dieu est bon, comme on dit chez nous, eh ben, il nous avait mis à part, il nous avait protégés de toutes ces choses-là que moi, j'ai pas vues. Mais tu le vis, parce que ton père, il est en souffrance, tu vois. Et tu le vois perdre toutes ces choses-là. Quelqu'un qui est venu, qui aime bien le répéter, qui est pas venu en France par la mer ou autre, en ayant du respect pour ceux qui viennent de cette façon-là, parce qu'ils cherchent une solution. Lui, il aime bien le répéter, je suis venu pour les études. Et quand il a fini ses études, en fait, il est resté. Il a eu un bon poste, il est resté. Et on l'a vu tout perdre comme ça. Et c'est dans cette période-là où lui aussi, il a commencé aussi à se rapprocher de Dieu, tout ça. Et quand il a commencé à se rapprocher de Dieu, c'est dans les églises dites charismatiques. Avant, il nous amenait même, je me rappelle, on était petits, il nous amenait au parc, il faisait des chapelets, il essayait vraiment de chercher Dieu, parce que c'était une situation compliquée. Compliquée. Quand tu perds tout, il n'y avait pas d'argent, c'était compliqué. Même pour moi, c'était vraiment compliqué. Et nous, on vit ça, non. Et on voit la souffrance, tu vois. Donc lui, de son côté, pendant qu'il est dans sa quête de spiritualité, où il se restructure, où vraiment il recherche Dieu parce que il était au plus bas, là-bas, dans ces trucs-là, on lui dit, ton fils, t'as un fils, ça va pas, etc., etc., il va mal tourner, tout ça, etc. Donc des fois, il me donne des conseils, il me dit, pour ceux qui connaissent, là, j'étais à l'église là-bas, on m'a dit ça, ton fils, ça va pas, etc. Et c'est vrai que je suis dans une pente glissante, mais moi, je m'en rendais pas compte. Et donc là, quand tu perds tout, là, à un moment donné, moi, je suis devant ma télé comme ça, Capital. Et ça s'appelait les Inédits de l'été. Et chaque semaine, ils montraient des success stories. Le truc qui m'avait percuté, c'est que j'avais vu un reportage sur Mohamed Dia. Ça me donne un exemple que je vois pas, moi, tu vois, d'habitude. Ensuite, une semaine après, ou je sais plus quoi, je regarde, ils montrent le succès de Malamine Koné avec Ernest. Je dis, ah ouais. Et là, ça me donne des idées, parce que j'ai plus rien. Et à un moment donné, je me dis, vas-y, tu sais quoi? Il faut que je fasse un truc. Il faut que je trouve une solution. Et entre-temps, moi, je commençais à aller à l'église. Tu vois, le truc où je voulais pas aller avant, je suis assidu carrément. Je cherche Dieu parce que quand t'as cet âge-là, et que t'as une façon de penser, une façon de voir les choses et que tout s'écroule, quand t'as plus rien comme ça, là, tu cherches une solution. La solution, moi, je l'ai trouvée en Dieu. C'est-à-dire, je me dit, tu sais quoi, je voyais mon père quand je l'ai vu au plus bas, je l'ai vu beaucoup de choses par rapport à lui, et j'ai commencé à suivre un peu ce chemin-là. Déjà, ça m'a un peu, ça m'a stabilisé, et ça m'a canalisé, ça m'a fait voir les choses autrement. Et là, maintenant, j'entrevoyais déjà de faire des projets qui correspondaient maintenant à ce que je voulais faire. Parce que quand j'étais au lycée, j'ai fait des trucs que j'aimais pas.
Et à cette époque-là, je connaissais une petite fille qui passait à la télé, là. Qui passait à la télé, elle chantait. Elle passait à la télé sur France 2, tout ça, etc. Et je me suis dit, ah, je vais faire une marque de vêtements pour les filles, pour les petites filles, etc. Et comme je connais son père, je vais aller voir son père, tout ça, etc. Donc ça m'a donné un déclic. Et là, je suis parti voir mon père, j'ai dit, là, j'ai un projet, papa, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire des vêtements, tout ça, etc. Il m'a dit, mais t'es fou? Première chose qu'il me dit, t'es fou. Donc déjà, paf, il me bloque. Par sa parole, sans s'en rendre compte. Plus tard, on en a parlé, j'ai dit, tu te rappelles, papa, quand tu m'as dit ça et tout? C'est parce que ça m'avait blessé. Mais il m'a dit, bon, mais cependant, il m'a dit, mais, t'as vu, prends une feuille. J'ai pris une feuille. Il m'a dit, t'as vu, tu fais le plus et le moins. Là, tu mets ce que tu sais faire, et là, tu mets ce que tu sais pas faire. Bah, déjà, pour faire une marque, je sais pas comment il faut faire, j'ai pas de styliste, je sais pas dessiner, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Et ça, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, et ça, je pense que je sais faire ça, etc. Il me dit, bah, tout ce que tu sais pas faire, faut te former. Il me dit, va au CNAM. Donc, moi, un mec qui est là comme moi, qui a rien foutu à l'école, là, maintenant, l'école, ça donne un peu de sens. Je me dis, je regarde le CNAM, là, les cours du soir. Je me dis, va aller faire des cours du soir. Et dans les cours du soir, je me dis, t'as vu, là, je vois qu'il y a des cours de marketing, des cours de gestion, économie-gestion, des trucs que je connaissais pas. Moi, je savais pas que le marketing, ça existait. Et je vois, j'aime bien. J'apprends. Et là, je prends du goût. Ah ouais. Ah, c'est ça, en fait. Et là, je prends le temps d'apprendre. Je m'intéresse à la mode. Je m'intéresse à la mode, l'histoire de la mode, tout ça, etc. C'est-à-dire que je fais le CNAM, cours du soir, éco-gestion, bac+2, bac+3, alors que j'ai même pas le bac. J'ai foiré partout, mais là, j'aime bien. Mais ça, c'est le niveau de la formation. J'ai pas validé le truc par un diplôme, mais c'est la formation que j'ai suivie. Ensuite, après, je fais quoi? Je fais une formation au lycée Paul Poiret, là, sur Paris, marketing de la mode. Je valide aussi, je fais aussi une formation comme ça. Après, par rapport à je sais plus quel organisme, je fais une formation commerciale. C'est-à-dire que là, en fait, là, je me structure, tac, tac. Parce qu'en fait, en réalité, j'avais un but maintenant. Voilà. Là, j'avais un but. C'est plus je vais à l'école, je sais pas pourquoi. Là, j'ai un but. Je vais faire une marque de vêtements. Maintenant, quand j'avais été voir le monsieur par rapport à sa fille, il me disait non, vas-y, ramène le projet, on va faire. Mais j'ai senti que c'était une entourloupe. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais faire pour les femmes. Et donc, du coup, j'ai laissé le projet de la petite. J'ai dit, tu sais quoi, je vais faire pour les femmes parce que je connaissais une dame qui elle présente toujours la météo sur France 2. Ça, le réseau. Hein. Je vais aller la voir. Je vais dire, t'as vu, là, je vais faire un truc pour les femmes. Quand t'es à la télé, est-ce que tu peux porter mon truc? Parce que le reportage, il m'a inspiré, les gars. C'était ça, le reportage m'avait inspiré. Elle me dit, vas-y, ok, etc. Et donc, tout ça, là, pendant tout ce temps-là, je vais à l'église, je prie, tout ça, etc. Parce qu'on m'apprend, on me dit, t'as vu, quand tu fais des projets, soumets-les à Dieu, ça va réussir. Et j'ai ça dans mon cœur, dans ma tête, je me dis, vas-y, ok, d'accord. Là, ça va marcher, j'ai un but dans ma vie. Et donc, je m'organise comme ça, je trouve une styliste, une fille qui dessine des croquis, tu vois, tout prend un sens. Et l'événement qui se passe aussi dans ce laps de temps-là, c'est que je retrouve une fille avec qui on s'était fréquenté quand on était plus jeune. Et elle, je la recroise un jour, et quand je la recroise, elle me dit, écoute, moi je travaillais au printemps à Paris, elle s'intéressait à la mode, et puis elle avait fait conseiller en images. Le truc de Cordula, là, pareil. Ah ouais, mais toi tu peux m'aider pour mon projet, etc. Et par ce projet-là, on se rapproche. Je passe les détails, je raconterai un jour, on fera le podcast à deux. Et du coup, on se rapproche, etc. Et on se remet ensemble. Et elle devient la mère de mes enfants, parce que c'est ce que j'ai pas dit au début, on avance dans le truc. Avec elle, j'ai 4 enfants aujourd'hui. Et donc moi, où j'ai commencé à avoir des problèmes, c'était en 2004. Et sachez qu'en 2007, mon premier fils est né. Et tu vois en fait que malgré les difficultés, malgré l'absence d'objectifs, malgré les blessures de l'enfance, tout ça, etc., le caractère qu'on avait vraiment très colérique, etc., eh ben, tu vois, ta vie, elle se construit. Et j'ai quelqu'un qui me soutient à côté, qui m'apporte quelque chose que j'avais pas avant. Elle m'accompagne, elle embrasse ma vision, j'embrasse aussi sa vision de l'avenir. Elle me suit dans ma quête spirituelle, elle vient à l'église, etc. Donc ça, c'est des choses qui se structurent. Donc ça, c'est important, ça, je le souligne. Et je fais mon projet se construit. Et en fait, je rentre dans l'entrepreneuriat par ce projet-là. Moi, j'aime la mode, je vais créer une ligne de vêtements, et là, je m'accroche à ça. Et le temps que le projet, je fasse mes premiers croquis, mes premiers modèles, ça met à peu près 4 ans, je crois. C'est-à-dire que j'ai mes premiers modèles, j'ai mes premiers croquis. Ça a de la gueule parce qu'en fait, les gens, ils s'attendaient à avoir du sportswear, à avoir un truc qui était quelconque. Et là, ça a de la gueule, en fait. Et du coup, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'approche et qui me dit, écoute, t'as vu, moi, il avait signé un contrat avec un footballeur connu à l'époque, qui avait une marque de parfum, et il avait signé un contrat avec une
mannequin international. Pareil qu'ils voulaient lancer une ligne de soutien-gorge à l'époque. Et comme ils ont vu mon travail, lui il me promet, il me dit, écoute, vas-y, là on te fait un contrat à 350 000 euros, tout ça, etc. Occupe-toi du développement de la marque. Tu me dis que la dame, elle veut nous valider d'abord, elle veut voir le styliste avec lequel je travaille pour valider si on peut travailler pour le développement de son truc. Et dans le restaurant, je sors mon dossier, je déroule. Je fais une présentation, je lui explique comment on va faire. Il faut aller au Japon, faut faire ça. Moi-même, tu vois, je m'étonne moi-même. Et mon ami, je me rappelle qu'il était un peu choqué. En gros, mais comment tu sais tout ça, toi? C'est parce que c'est toutes ces années-là. Toutes ces années où en fait, je me formais, où j'avais donné un sens à ma vie, où en fait, en réalité, je cherchais, à un moment donné, où je faisais des choses qui m'intéressaient. Donc je prenais du bagage. Et donc j'explique, je dis, t'as vu, regarde, on peut faire ça, etc. Et cet ami-là, ce qu'il fait, c'est qu'à un moment donné, quand la dame elle valide, on se voit la semaine prochaine, entre-temps, lui, il se met entre nous deux, entre trucs, alors que c'est lui qui avait le contrat, donc moi je devais signer avec lui, mais lui, il avait signé avec elle. Mais je sais pas, il avait peur de quoi, il m'a mis de côté. Et là, donc j'avais mis mon projet de côté pour travailler à son service, avoir de l'argent pour financer ma collection, parce que j'avais déjà les prototypes, j'avais déjà la pré-collection, fallait maintenant financer le reste. Et là, je me rappelle que là, pour moi, c'était une gifle, une dépression. Après toutes ces années, parce que là, ça fait peut-être 5-6 ans que j'étais dessus, que j'étais sur ce projet-là. Hein. Et là, j'avais tout mis de côté pour lui, et à la fin, je m'en sors avec rien, je perds du temps, je perds de l'énergie. Et donc, c'était compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que si j'avais aussi autant de bagages, c'est que, un peu avant, ce que j'ai pas dit, c'est que par rapport au CV que j'avais, j'ai rien caché sur mon CV. Un CV qui veut rien dire, mais à partir d'une certaine année, ça se structure. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait une application qui s'appelait le journal du textile, un truc qui s'appelait le journal du textile, quoi. Et il y avait des annonces dessus. Et moi, j'avais postulé comme ça. J'avais envoyé à plein de trucs. Personne me calculait. Parce que j'avais un profil atypique. Et un jour, t'as un monsieur qui m'appelle. Je dirais pas son nom, mais son prénom, je me rappelle, c'est Mickaël. Il m'appelle, il me dit, écoutez, là, j'ai vu votre CV. Je le trouve intriguant, je le trouve intéressant. Vas-y, passez me voir. Et ce monsieur-là, il m'a donné ma chance. Et c'est comme ça que j'ai été commercial dans le textile pendant plusieurs mois. Et il m'a appris les techniques commerciales. Ça, c'est une partie que j'ai omis de dire, mais je la dis parce qu'en fait, c'est pour comprendre pourquoi quand je suis arrivé à la réunion avec le mannequin, etc., tout ça, je savais de quoi je parlais. Parce que le monsieur qui a été mon mentor, qui m'a accepté dans sa société, qui m'a prise, il avait travaillé chez Burberry, il avait travaillé au niveau européen, dans la partie commerciale. Donc le mec, il m'a appris des choses hyper importantes. Et c'est grâce à ça qu'en fait j'étais calibré au rendez-vous. Cette expérience, elle passe parce qu'une fois qu'on m'écarte par rapport à ce projet-là, avec là où on m'avait promis les 350 000 euros, ce qui se passe, c'est que en fait je rentre en dépression sans le savoir. Je rentre dans une dépression parce qu'après j'avais plus envie de rien faire. J'ai tout laissé comme ça. J'avais plus envie de rien faire. J'étais dégoûté, tu vois. Et puis t'as les vieux démons, parce que je vous ai dit, mon père, je l'ai vu tout perdre aussi. Il y a tout ça en fait qui revient. Et dans cette dépression-là, là où j'étais, parce que là où j'étais par rapport à ma foi, etc., je m'occupais des jeunes. Et dans ce contexte-là, j'ai eu une idée. Et cette idée que j'ai eue, c'était quoi? C'était pour les occuper, on a commencé à faire des spectacles. On a fait une première comédie musicale qui a bien marché. J'ai mon frère qui est chorégraphe et qui s'occupe, qui est chorégraphe professionnel, hein, danseur et chorégraphe professionnel, qui s'occupait de la partie artistique. J'avais quelqu'un autour de moi qui, lui, s'est occupé des jeunes du côté écriture, conception de textes, etc., des chansons, etc. On avait des musiciens qui ont composé et on a fait une comédie musicale en 2013 et ça a bien marché. Entre nous, mais ça a bien marché. On a loué un théâtre, ça a bien marché et ça m'a donné le goût. Après ça, j'ai dit vas-y, c'est qu'on va pas s'arrêter là. Et j'ai lancé un autre concept. J'ai dit vas-y, on va faire un truc où on va faire des spectacles, où on va réunir sur la même scène des jeunes talents avec des artistes connus, tout ça, etc., etc. Et vous voyez là, je reprends goût en fait à entreprendre. Mais mon premier amour, c'était la mode en fait. C'était par rapport à la mode que j'avais cette technique de gérer, de monter des projets.
et de manière presque intuitive avec les formations qui m'ont aidé. Hein. Et là, j'arrive à monter ce projet-là. Après, je lance un concept, une marque que je dépose. Je me dis, vas-y, ok, d'accord. Bon, bah là, qu'est-ce qu'on fait là après parce qu'on avait fait 2 spectacles. On dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire un spectacle dans une plus grosse salle. Et la plus grosse salle dans laquelle on va faire le spectacle, je me dis, bon, vas-y, là, maintenant, on va prendre des artistes connus en danse, en musique, en humour. Parce que celui qui travaille avec moi, avec les jeunes, lui, il avait son réseau d'humoristes à l'époque. Mon frère, il avait son réseau de danseurs. Et moi, par la force des choses, on avait un réseau d'artistes. Et je me rappelle, sur la première date, 2014, aux arènes de l'Agora, on arrive à réunir un panel d'artistes. Des humoristes du Jamel Comedy Club, on prend des artistes un peu connus sur la scène hip-hop de l'époque, on prend les champions du monde de danse, etc. On arrive à voir les arènes par des techniques, tout ça, etc. Une salle de 4000 personnes. On fait une communication béton, tout ça, etc. Voilà. Le spectacle, il se passe bien, mais il n'y a pas grand monde. Il y a quasiment personne. Déjà, ça, on a le goût de la victoire parce qu'on a été au bout. On a présenté un truc vraiment calibré, un concept vraiment calibré. On n'a pas eu le succès escompté. Et donc, après, ce qui se passe, c'est que, après ce projet-là, on essaie de lancer une deuxième date. L'année d'après, et on se dit, bon, vas-y, si on a réussi à faire ça, on va faire, moi, je commence à voir grand. On va faire des tournées des Zéniths. Et je me dis, vas-y, on va faire le Zénith d'Orléans, on va faire le Zénith de Nantes, on va faire le Zénith de Toulouse. Et j'appelle les Zéniths, au culot. Je leur envoie les vidéos, l'after movie qu'on avait fait, les teasers qu'on a fait, et j'arrive à réserver les Zéniths. J'arrive à avoir en partenaire sur Orléans France Bleu, j'arrive à avoir 2-3 partenaires, etc. Et j'avance dans ce dossier-là, j'avance dans ce projet-là. Et à un moment donné, coup d'arrêt, parce qu'il faut des gros financements. Et là, dans ce truc-là, en fait, on arrive à un moment donné où ça coince parce que ça marche pas. Ça marche pas. Je fais les trucs dans le désordre. Je réserve, mais j'ai pas les sous pour payer la salle. En même temps, j'avance sur la communication. Je m'entoure de professionnels, opération strict marketing, tout ça, etc. Un truc qui est grand, qui est beau, mais en réalité sans financement. Et de notre côté, en fait, nous, on se dit, bon, ça va marcher. On y croit. Hein. On y croit. Donc, deuxième échec. Et là, à quelques semaines de l'événement, arrêt total. Arrêt total du projet. Arrêt total du projet. Guerre interposée avec le patron du Zénith d'Orléans. Dans la presse, il sort un article. Le Zénith ne sera pas ouvert à telle date, etc. L'organisateur n'a pas payé. Les gens du 10 journal m'appellent. Ils m'appellent, ils me disent oui, ils me parlent gentiment au téléphone, etc. Et puis ils me posent des questions, je leur réponds. Je vois dans la presse, ils me descendent. Là, j'apprends beaucoup de choses. C'est dur à encaisser, ça fait assez mal. Et puis, après ce projet-là, deuxième forme de dépression, je dis, allez, c'est bon. Tout ce que je fais, ça marche pas, tu vois. Et je m'en vais en Afrique. Par concours de circonstances, je pars presque 1 an et demi. Et quand je reviens, je me lance dans une activité de VTC de transport. Et là, maintenant, je commence à avoir toujours ce goût d'entreprendre, hein, à développer quelque chose. Et je me suis mis à lancer cette activité-là en 2018, que je fais jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et au début, on a commencé, on était seuls. Et on a développé un réseau. Sur une clientèle africaine. Mais avec le Covid, ça s'est arrêté. Et concours de circonstances, on s'est retrouvé à travailler avec une communauté très intéressante avec qui j'ai beaucoup appris, avec qui je travaille beaucoup aujourd'hui, la communauté des gens du voyage et des forains. Aujourd'hui, on a développé un réseau et on travaille un petit peu partout en France avec eux. On a une 40aine de chauffeurs qui travaillent avec nous, des gens qu'on trie sur le volet, avec lesquels on travaille bien, qui ont des chauffeurs avec qui on a confiance, ils ont confiance en nous, la clientèle a confiance en nous, et on est en train de développer ce business en ce moment. C'est pas facile, il y a beaucoup de choses encore à travailler. Mais j'ai voulu raconter tout ça. Pourquoi ? Parce que il faut savoir d'où je parle. Pour moi, c'est un devoir de transmission. Parce que maintenant, j'ai des enfants. Et au bout d'un moment, je veux laisser quelque chose, je veux transmettre quelque chose, je veux qu'ils comprennent quelque chose. J'ai compris tout ce qui m'est arrivé avec le temps et pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Et c'est pour que les gens évitent tout simplement de croire que les choses sont faciles, alors que derrière, c'est des peines, c'est de la souffrance, c'est de l'abnégation, faut renoncer à soi-même.
Il faut en fait prendre le temps de construire les choses, prendre le temps d'apprendre les choses, prendre le temps de faire les choses. Et c'est ce résultat-là qui fait qu'à la fin, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Je dis pas qu'on est arrivé, mais on est en chemin. Et donc j'encourage tout le monde, non seulement à entreprendre, à croire en soi. Rien n'est jamais fini, il n'y a rien qui est jamais définitif. Donc accrochez-vous. Donc j'espère que ça vous a plu. On se dit à bientôt pour le prochain épisode.